Bonjour à tous. Merci d'être là dans ce grand tunnel d'intervention depuis ce matin 9 heures. On continue, on enchaîne avec une nouvelle conférence du SNCD, le syndicat national de la communication directe. Vous allez écouter Hervé Pépin, qui est responsable d'un atelier ou d'une commission à la SNCD, au SNCD, pardon, la commission mobilité et médias sociaux, qui va vous faire une présentation pour vous parler mobile. Ce n'est pas original, mais ce qui est original, c'est le contenu de ce qu'il va vous apporter. C'est le fruit, évidemment, de tous les membres du SNCD. Hervé, je vous laisse la parole pendant 1 heure. Si vous le souhaitez, à la fin, on pourra faire un temps de questions. On va essayer d'avoir un peu de temps pour les questions. Allez, merci, c'est Jean. parti. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Hervé Pépin. Je dirige une agence qui s'appelle Nexize et qui traite globalement de tout ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui transition digitale. Et je suis administrateur du SNCD, comme l'a dit Jean, le syndicat national de la communication directe, qui parmi ses missions a pour vocation d'accompagner les marketeurs directs, tous les gens qui travaillent dans le marketing relationnel sur les évolutions du métier. On est dans une présentation qui s'appelle Connect Attitude. Alors Connect Attitude, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une étude, enfin en tout cas des travaux qu'on mène depuis 2011 et qui avait pour vocation de décrypter d'abord l'impact des médias sociaux dans le marketing relationnel. Ensuite, on y a intégré la couche mobile, quand on a vu le mobile converger fortement avec les réseaux sociaux. Et cette année, auparavant, on faisait une enquête administrée. On demandait simplement aux internautes quels étaient leurs usages, quelles étaient leurs attentes sur les réseaux sociaux. Et puis, on voyait qu'il y avait une vraie prise en main des attentes par rapport aux marques qui étaient moyennement satisfaites, mais en tout cas, des réseaux sociaux qui étaient vraiment devenus des outils complètement assumés du quotidien pour les utilisateurs et dans lesquels les marques avaient toute légitimité à leur parler. Et puis, cette année, on s'est rendu compte que l'avis des utilisateurs, c'est bien, mais qu'il se passait des choses un tout petit peu plus profondes sur le social et sur le mobile, et que ça, par rapport aux entreprises et par rapport aux marques, ça changeait de manière assez importante les règles du jeu. Donc cette année, on va essayer de prendre un peu de hauteur et sans perdre de vue le point de vue du consommateur, d'abord commencer par un petit état des lieux. En France, on a une population de 66 millions, un peu plus de 66 millions d'habitants. On a plus de 55 millions qui sont internautes. Petit détail, si vous souhaitez récupérer la presse en fin de conférence, il y aura un QR code qui vous permettra de la télécharger directement, si vous voulez éviter de prendre trop de notes. Donc 55 millions d'internautes, 30 millions de comptes actifs sur les réseaux sociaux et 24 millions de comptes sur les réseaux sociaux par lesquels on accède majoritairement ou exclusivement par le mobile. Je vous l'ai dit, la convergence entre le mobile et les réseaux sociaux, on l'a vu poindre depuis 2 ans. Là, aujourd'hui, on peut estimer qu'elle est complètement assumée. Comme vous le savez sans doute, la plupart des réseaux sociaux, à l'exception notable et pour l'instant des réseaux sociaux professionnels, que sont LinkedIn et Viadeo, mais sur la quasi-totalité des réseaux sociaux, le premier matériel, le premier device par lequel on y accède, c'est le mobile. Et naturellement, en termes de temps passé, ça fait un peu bouger les choses. Là, on est sur des chiffres France, quand bien même le slide est en anglais. On est sur un temps de connexion moyen Internet par jour qui, aujourd'hui, commence à voisiner les 4 heures. Sur ces 4 heures, on a 1h17 qui est consacrée à la navigation via des mobiles. On a plus ou moins 2 heures qui sont consacrées à la fréquentation des réseaux sociaux. Alors évidemment sur des micro-sessions, quand on se connecte, on le fait tous, quand on se connecte sur son ou ses réseaux sociaux via un mobile, on va checker des statuts, ça va durer 2, 3 et 4 minutes, on va passer à autre chose ensuite, et puis on reviendra quand on aura 1 seconde, et en fonction des notifications qu'on aura reçues sur son appli mobile. En comparaison,
les utilisateurs actifs d'Internet regardent moins la télé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont passer plus de temps sur Internet qu'à regarder l'ancien média roi qui était la télé. En 1 heure de temps, on ne va pas pouvoir faire un tour tout à fait extensif de tous les réseaux sociaux. Donc on va forcément un petit peu se concentrer sur le plus massif, le plus puissant, le plus efficace, le plus hégémonique d'entre eux, le fameux Facebook, avec des chiffres qui sont assez récents, qui viennent de Facebook pour le coup, sur leur rapport sur le deuxième trimestre 2015. Et Facebook, en juillet 2015, annonçait 1,49 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Sur ces 1,49 milliard, on en avait pratiquement, enfin pas loin d'1 milliard qui étaient des utilisateurs quotidiens. Et vous avez peut-être entendu, il y a effectivement un jour précis, je crois que c'était en août, fin août ou début septembre, où Facebook, sur une journée précise, a bien constaté 1 milliard d'accès à des comptes Facebook. Ouais, si, effectivement, si vous vous rendez compte que je regarde plutôt ces slides-là plutôt que ceux qui passent ici, il faut me le signaler, hein, sinon on va avoir du mal à suivre. Les utilisateurs actifs par mois sur mobile sont de 1,314 milliard. Et les utilisateurs actifs par mois uniquement sur mobile, c'est-à-dire des gens qui ne se connectent à Facebook que et exclusivement via leur mobile, sont aujourd'hui de 655 millions. Ça, c'est pour le monde. Et pour la France, on a 30 millions d'utilisateurs. On a 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Et sur les utilisateurs mensuels actifs, on aurait à peu près 24 millions qui le sont sur mobile. C'est une banalité de dire que la France a largement, depuis de nombreuses années maintenant, rattrapé son supposé retard sur Internet, et on est sur ces chiffres assez massifs. Alors c'est génial, c'est formidable pour l'engagement. Quand on est community manager, quand on est une marque qui veut servir des réseaux sociaux pour communiquer, on se dit « Ok, fantastique, on a de plus en plus d'utilisateurs actifs, ils y passent globalement de plus en plus de temps, ils y accèdent avec de plus en plus de devices, c'est un vrai bonheur. » Et l'engagement, effectivement, produit des résultats, avec voilà une flopée de chiffres que je vais vous passer. Donc on est sur des chiffres très massifs, hein. Pratiquement 2 millions de likes distribués par minute, 4,5 milliards de likes distribués par jour. Là encore, ce sont toujours des chiffres Facebook. Un temps passé sur Facebook, qui est de 6h45 par mois en moyenne, 89 pages fanpage likées en moyenne par un utilisateur Facebook au niveau mondial. En France, un nombre moyen de 177 amis sur Facebook. Tiens, au niveau mondial, c'est sensiblement plus. C'est 338 amis en moyenne sur Facebook. Et puis en France, des pages qui sont le top des pages les plus likées. Maintenant est assez consolidé. On y retrouve habituellement Coca, Oasis, M&M's, Nutella et Red Bull. C'est génial. Vous connaissez l'histoire des petits cochons, j'imagine. L'histoire des petits cochons qui définit complètement l'économie dans laquelle on est. Ce sont deux petits cochons qui arrivent dans une ferme et le premier dit à l'autre c'est quand même incroyable ici, c'est génial. On n'a rien à payer pour la ferme, la bouffe, etc. L'autre lui dit oui, effectivement, tout est gratuit. Évidemment, sur Internet, quand tout est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Sur Internet, sur Facebook notamment, mais sur une grosse partie de l'Internet, nous tous sommes des produits. Nous tous, utilisateurs, délivrons des données pour accéder à des services qui peuvent être tout à fait intéressants et performants, mais naturellement, derrière nos usages, il y a ce qu'on appelle tout simplement de la monétisation, et les réseaux, les régies vont se servir des données qu'on utilise, enfin qu'on dépose pour utiliser ces services, afin de nous cibler et de maximiser notre potentiel en termes publicitaires.
C'était vrai sur Google de toute éternité. C'est aujourd'hui une réalité profonde, marquante, incontournable des réseaux sociaux. C'est important de le noter parce que c'est, somme toute, relativement récent. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes publicitaires massives depuis une période relativement courte, qu'on peut là encore estimer à peu près à 1 an et demi ou 2 ans. Pour faire simple, juste un peu avant l'entrée en bourse de Facebook, si on a besoin d'un marqueur temporel. Donc, ok, les réseaux sociaux, c'est des plateformes d'engagement, parfait, mais c'est aussi, je ne vais pas dire surtout, mais c'est aussi aujourd'hui des carrefours d'audience absolument massifs. Les chiffres, en France, on les a arrêtés à 2014. Ce sera tout à fait intéressant de faire le point début 2016 sur ce qu'aura donné l'année 2015. Sans jouer les devins à 2 balles, on peut penser qu'on va avoir des fortes progressions. Donc en France, on a aujourd'hui 203 millions d'euros qui sont dépensés en investissement pub exclusivement sur les réseaux sociaux. Et sur cette proportion-là, on a 60 millions d'euros qui sont dépensés en investissement publicitaire exclusivement sur les réseaux sociaux, sur le canal du mobile. Les chiffres progressent de manière très importante. Aujourd'hui, on estime au niveau international que Facebook représente à lui tout seul 7% du marché de l'ensemble des investissements marketing sur Internet. Ça ne semble pas grand-chose, 7%. Mais il y a 3 ou 4 ans, il ne représentait rien. 0. Et comme on le sait, comme vous le savez sans doute, la guerre économique entre Facebook et Google sur les parts d'audience bat son plein. Et là encore, les chiffres vont progresser. Au niveau mondial, l'ensemble des investissements publicitaires sur les réseaux sociaux, en 2014, c'était pas loin de 12 milliards d'euros. Et les petits cochons que nous sommes rapportent par utilisateur des sommes assez sympathiques. Là encore, ce sont des chiffres Facebook, ça vient directement de leur rapport trimestriel. Alors évidemment, on voit une forte progression. Évidemment, toutes les zones géographiques ne contribuent pas de la même manière. Évidemment, l'Europe contribue assez bien comparativement aux revenus générés sur les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la responsable de marque d'Air France, qui est un annonceur un tout petit peu puissant et expérimenté. Elle l'a dit dans un article des Échos il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, Facebook est presque aussi puissant que TF1 en termes de portée et d'impact. Ce qu'elle n'a sans doute pas dit, c'est que Facebook est sans doute beaucoup plus économique et mesurable que TF1 à portée et impact comparable. Parce que ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, je focalise, on pourra parler d'autres réseaux si vous voulez dans la partie questions-réponses. Très clairement, sur la partie publicitaire, Facebook donne le ton, non seulement en termes de revenus générés, il est clairement leader et de très très loin, mais également en termes de fonctionnalités publicitaires. Et quand aujourd'hui, certains d'entre vous l'ont sans doute déjà fait, quand vous apprêtez à générer une campagne de pub sur Facebook, sur les fameuses Facebook Ads, vous allez avoir un choix très large. Le premier choix, celui qui est tout en haut, c'est générer plus d'engagement sur vos publications. Vous le savez, depuis 2 ans et demi à peu près, les algorithmes de pertinence de Facebook font que, quelle que soit la taille de votre communauté, quelle que soit la qualité de ce que produit votre community manager, vous n'avez absolument plus la certitude que un post, une publication en question soit présentée à tous les membres de votre communauté Facebook. Vous n'avez pas du tout la certitude que cette publication en question va être affichée sur la timeline. Parce que, potentiellement, si ce que vous avez raconté aux membres auparavant
ne l'a pas fait trop réagir en termes de commentaires, de likes et de partages, l'algorithme de Facebook considérera que vous n'êtes pas une source d'information, votre marque et votre fanpage n'est pas une source d'information prioritaire et préférentielle pour votre fan. Donc le seul moyen pour avoir la certitude que votre post, votre publication soit présentée à tous les membres de la communauté, c'est le choix d'en haut. On achète de la pub pour communiquer auprès de ses propres fans, ce qui peut parfois sembler un peu frustrant. Le deuxième choix, faire connaître votre page, c'est tout simplement générer des nouveaux fans. Générer du trafic vers votre site web, c'est simple, c'est faire du clic sortant qui va générer du trafic sur votre site. Générer des conversions sur votre site web, ça c'est du retargeting. Ça marche très bien le retargeting sur Facebook. Vous allez déposer sur votre site ou votre mini-site ou votre landing page un pixel que Facebook va vous fournir et vous aurez la possibilité d'adresser spécifiquement sur Facebook des publicités uniquement, enfin à tous les gens, mais uniquement aux gens qui auront fait une visite sur votre site, sur votre mini-site ou sur votre landing page. Si vous faites des applications, vous avez également des campagnes qui vont pousser les utilisateurs de Facebook à accroître le téléchargement et les installations de votre appli. Promouvoir votre entreprise au niveau local, vous l'avez compris, c'est pour le commerce au niveau local. Organiser des événements, avoir plus de participants. Inciter les gens à utiliser votre offre. Une offre clairement promotionnelle, une offre d'achat. Naturellement, l'achat sera pour l'instant réalisé en dehors de Facebook, mais vous pouvez créer une campagne visant à booster une offre. Si vous faites des campagnes vidéo, générer des vues, enfin voilà, et naturellement, ces capacités publicitaires évoluent régulièrement. Il y en avait à peu près, on va dire qu'il y a un an, il y avait moitié moins de capacité. On peut penser que dans quelques mois, on aura des nouvelles possibilités de faire de la pub sur Facebook. C'est génial. Super carrefour d'audience. Oui, mais sur Facebook, en règle générale, les fans, ce n'est pas des prospects. En règle générale, les fans, ce sont d'abord des clients de la marque. C'est notamment ce qui entraîne toutes les problématiques bien connues et rattachées à l'irréputation ou une problématique basique et ponctuelle de service client un peu défaillant, d'une livraison qui se passe mal, d'une transaction commerciale qui connaît un incident. Et ça finit sur une fanpage et ça va commencer à ternir la réputation de la marque. Notez-le, on a vu ce chiffre progresser régulièrement, d'année en année. Majoritairement, les gens qu'on a dans nos communautés, sur Facebook, mais c'est aussi vrai sur les autres réseaux sociaux, ce sont des clients, ce ne sont pas des prospects ou ce ne sont pas des gens qui passent par hasard. Ce sont des gens qui ont déjà une relation commerciale avec la marque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne font pas crâler et que si tout se passe bien, si le service apporté, si la relation avec la marque est satisfaisante, on en a 67% qui se déclarent prêts à recommander la marque sur les réseaux sociaux, en utilisant toutes les fonctions de viralisation, de partage, de recommandation, de like, qui vont permettre à un client satisfait de marquer sa satisfaction auprès de l'ensemble de son réseau. Donc c'est bien. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est des petits cochons différents de ceux d'avant. Imaginez des petits cochons avec des cravates et des petits cochons marketeurs. Aujourd'hui, et c'est une réalité, les réseaux sociaux, et notamment Facebook, ont une bien meilleure maîtrise de la connaissance client que les marques elles-mêmes. Et ça va en s'accroissant. Et ça va en s'amplifiant. Et on peut penser que stratégiquement, ça pose vraiment question. Le boulot de Facebook, c'est de générer du revenu publicitaire. Quand je dis Facebook, je pourrais dire Twitter, je pourrais parler de n'importe quel autre réseau social majeur et grand public. Le boulot de Facebook, c'est de générer du revenu publicitaire. Le boulot de Facebook, c'est très clairement de faire en sorte que chaque utilisateur de Facebook
passe le plus de temps possible sur Facebook. Ce n'est certainement pas de renvoyer facilement un utilisateur de Facebook vers votre site, vers un mini-site de campagne web. Le boulot de Facebook, c'est de garder l'ensemble de ses utilisateurs au chaud chez Facebook pour maximiser leur potentiel publicitaire. Mais l'ensemble des utilisateurs de Facebook sont clients de X sociétés. L'ensemble des utilisateurs de Facebook, ce sont vos fans. Et très clairement, aujourd'hui, une très grande partie des entreprises sont en train, parce que c'est compliqué, parce que ça peut être coûteux, parce que c'est récent, sont en train d'abandonner non seulement une partie de leur connaissance client en réseaux sociaux, mais également une partie de la maîtrise de leur capital client en réseaux sociaux. Donc, pour rester dans les phénomènes de basse-cour, on pourrait estimer qu'il y a un intérêt, c'est d'exfiltrer un peu ces clients de Facebook et des réseaux sociaux en général. On a vu les conditions de succès sur les réseaux sociaux. L'engagement, le bon vieil engagement initial, la qualité du content et du community management reste une force. Les ads, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'ads pour être performant sur Facebook. Par chance, les ads sont plutôt efficaces et ont plutôt un bon ROI. Elles ont un coût unitaire qui est encore assez bas. Il y a une troisième brique qui est très peu utilisée, c'est la brique de la data, la brique de la big data. Il y a plusieurs moyens d'essayer d'exfiltrer ses clients sur Facebook par la data, notamment en collectant des adresses email opt-in et des profils via les applications, ou en générant du trafic de Facebook vers l'un de votre site qui aura une vraie fonction de transformation et de collecte de données. Cette couche-là, en général, pour l'instant, mais on peut penser que ça va changer, elle est assez peu utilisée par les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elle implique des choses qui sont un peu compliquées et qui tiennent à la convergence des outils, à la convergence de tous les outils du digital. Vous savez que sur le digital, aucune brique ne se suffit à elle-même pour créer la performance. Ce qui génère la performance sur le digital, ce n'est pas d'être bon sur Facebook seulement, enfin, ou sur les réseaux sociaux seulement, ce n'est pas d'avoir une bonne stratégie d'ICRM seulement, ce n'est pas d'avoir bien optimisé son SEO et son SIM seulement, et ce n'est pas d'avoir une base client à peu près bien structurée et segmentée seulement, c'est l'ensemble de ces outils mis en convergence qui vous rendront très performants, moyennement performants ou pas performants du tout sur le digital. Et si vous n'êtes pas performant sur le digital, vous entendrez que tout le monde dit à longueur de temps, c'est « Ah ouais, Internet, ça coûte en fait plus cher qu'on ne le pensait, et puis vraiment, ça ne génère pas d'argent. » Ben oui, tout dépend comment on s'en sert aussi. Donc la convergence est un élément tout à fait important. Et la convergence, elle va jouer non seulement sur les réseaux sociaux, mais également sur toute la stratégie d'ICRM et d'IPRM, c'est-à-dire comment vous allez utiliser l'email et l'email automatisé notamment pour bien vous adresser à vos clients, mais aussi à vos prospects identifiés, un minimum qualifié. Ça va naturellement concerner votre ou vos bases de données qui doivent, de manière très agile, mouliner l'information qui vient de toutes ces sources. Ça va naturellement concerner ce que vous faites sur les réseaux sociaux et notamment le fait que vous utilisiez ou non des fonctionnalités sur Facebook comme les applications. Vous savez, ces fameux onglets avec des jeux concours et des choses comme ça qui n'ont qu'une vocation, in fine, c'est vous permettre d'exfiltrer de la data de Facebook pour la rapatrier chez vous. Ça va naturellement concerner également la manière dont vous allez faire vos sites web. Et puis pourquoi pas, voire surtout, ça va concerner vos équipes. Les équipes en front office d'abord, celles qui sont au contact avec le client final, et puis les équipes en back office, les départements marketing, communication, CRM, qui doivent elles-mêmes prendre la dimension de la fameuse révolution digitale. Il y a encore un peu de travail à ce niveau-là, et on va commencer par la brique la plus importante, la brique des sites web. En avril 2015, on va parler que de Facebook, Google a mis à jour son algorithme pour favoriser le référencement naturel des sites qui étaient nativement adaptés au mobile. On a appelé ce jour-là le Mobile Guédon.
comme Mobilegeddon, traduisons l'Armageddon mobile. Les effets à court, moyen et long terme, c'est qu'effectivement, les sites qui n'ont pas de version mobile ou les sites qui ne sont pas adaptés au support mobile et au premier chef au fameux smartphone vont avoir un référencement sur Google de plus en plus pourri. Quand on surfe quand on utilise son smartphone pour surfer sur Internet, c'est comme ça. C'est pas comme ça. D'accord ? Le réflexe intuitif, c'est que tout le monde va utiliser son smartphone dans sa configuration naturelle, en mode portrait et non pas en mode paysage, d'où l'importance d'avoir des sites adaptatifs, dits responsive. Une boîte qui s'appelle Yuda a fait à ce moment-là un petit panel qui a sorti ce chiffre assez inquiétant, laissant à penser que 64% des sites en France ne sont pas adaptés au mobile. 64%. En avril 2015. Et que si ce panel faisait un petit split par secteur d'activité, nos chères administrations sont effectivement, en règle générale, très en retard là-dessus. Le secteur de l'immobilier n'est pas le mieux placé. Le voyage et le tourisme, aucun secteur n'est vraiment bien placé. Le secteur qui s'en sort un peu le mieux, c'est celui de l'actualité et des médias. Pourquoi ? Parce que quand votre business est l'actualité et les médias, le trafic monétisable est aujourd'hui votre quasi seule source de revenus sur Internet. On connaît bien la problématique de faire payer du contenu sur Internet. Donc le trafic vers des contenus gratuits est votre source de revenus publicitaire principale. Et pour le coup, toute connexion, y compris sur les mobiles, chaque minute de temps passé, y compris sur les mobiles, compte. De fait, c'est assez logique que ce secteur, celui de l'actualité et des médias, est plutôt plus vite et mieux investi que d'autres secteurs pour que l'expérience utilisateur soit homogène, quel que soit le support par lequel l'utilisateur se connectera au site. Ça nous amène donc à l'un des premiers enjeux, clairement Go Responsive. Il faut que que vos sites, l'ensemble de vos sites, soient, si ce n'est pas déjà le cas, soient adaptés très rapidement au mobile. Pas aux tablettes, au mobile. En clair, qu'ils soient responsives sur tous les supports. Qu'ils soient user-friendly. Le fait de rendre un site responsive, c'est aussi souvent, voire systématiquement, repenser le parcours client qu'on va générer sur ce site. C'est-à-dire que des arborescences un peu complexes et pensées pour la version ordinateur et la souris, ces arborescences-là, ce menu-là, ce plan de navigation-là, ne va plus du tout être opérant sur le mobile. Donc il va falloir vraiment repenser ces éléments de navigation et repenser le parcours client. Et puis au-delà de ça, il va falloir également en profiter pour mettre certains contenus en conditionnel, c'est-à-dire des contenus qui s'afficheront pour tel profil de visiteur ou de membres logués et pas pour d'autres, et puis également de jouer du web tracking et des fonctionnalités de retargeting qui sont aujourd'hui largement répandues sur le marché. Deuxième étape, toujours sur le site ou sur les sites, socialisez-les. Socialisez-les. Faites parler vos sites avec les réseaux sociaux. Il y a classiquement les boutons de partage qui permet de partager un contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux que vous voulez mettre à disposition de vos utilisateurs. Ce qui est important naturellement sur ces boutons de partage, c'est de traquer les partages, de les traquer à la session, d'essayer de les traquer par utilisateur pour essayer de déterminer quels sont vos utilisateurs sur le site qui partagent le plus. Et puis, il n'y a pas seulement les boutons de partage, il y a un élément qu'on voit de plus en plus, mais somme toute assez rarement, le social login, pas forcément sur Facebook, mais le fait que quand vous demandez à un utilisateur de créer un compte sur votre site, eh bien, qu'il ait la possibilité d'une inscription classique, je rentre une adresse email et un mot de passe, mais qu'il ait aussi la possibilité de se loguer directement avec ses identifiants Facebook, avec ses identifiants Google+,
avec ses identifiants Twitter ou LinkedIn si vous êtes en B2B, etc. Tout simplement parce que c'est ça qui va vous permettre, entre autres, d'aller chercher de l'information un peu homogène entre qui est votre utilisateur sur les réseaux sociaux et qui il va être en tant que prospect, identifié ou client sur votre site. La troisième option, enfin le troisième enjeu, à mes yeux, il est complètement optionnel. L'application mobile. Beaucoup d'entreprises disent « Ah là là, on n'a pas d'appli mobile, il faut absolument qu'on s'y mette. » Ça dépend. Ça dépend de différentes conditions. Il ne faut pas oublier qu'on a aujourd'hui 1,3 million d'applications différentes disponibles sur Google Play, c'est-à-dire sur le marché d'applications pour Android. On a pratiquement le même nombre, un tout petit peu moins, je crois que c'est 1,2 million d'applications disponibles sur l'Apple Store. Et on a, pour ce pauvre Windows mobile, on a quelque chose comme 300 000 applications. Mais il y a déjà un choix d'application qui est absolument massif. Une application, on le sait, pour qu'elle soit téléchargée, il y a une condition, une seule. Enfin, une première condition, c'est qu'elle soit gratuite. Et naturellement, le fait de télécharger une application ne signifie pas que cette application va être utilisée. On a tous sur nos smartphones des applications qu'on a téléchargées il y a 2 ans ou il y a 6 mois et dont on a même oublié jusqu'à l'existence. Donc oui, pourquoi pas développer une appli, mais si elle adresse la plus grande part possible du marché, donc si elle est compatible iOS et Android à minima. Si vous ne pouvez développer que sur une plateforme, franchement, c'est moyennement intéressant. Si elle propose quelque chose, une expérience radicalement différente et complémentaire à celle de votre site, si vous avez les moyens de la promouvoir fortement, c'est-à-dire lui donner de la visibilité pour augmenter les téléchargements, et si vous avez les moyens, quelque part, d'en mesurer les usages et notamment de stimuler la part des téléchargeurs qui l'utiliseraient rarement ou jamais. La dernière condition, la plus importante, une application, pourquoi pas, mais si votre site ou vos sites ne sont pas responsives et ne sont pas opérants sur les mobiles. Ma conviction personnelle, c'est que quand un site est véritablement responsive dans son design, dans ses CSS et dans sa navigation, mais aussi dans son parcours client, s'il procure sur les mobiles une expérience satisfaisante aux clients, très clairement, le développement d'une application, sauf si elle propose quelque chose que le site ne peut pas proposer, mais le développement de l'application est un peu optionnel. Ce bon vieil email dont on a tellement parlé, ce bon vieux spam, etc. En fin de compte, l'email, il continue à être relativement efficace. Il joue vraiment son rôle, l'email, pour peu que ce n'est pas une vague massive avec un objet strictement proportionnel qui est balancé de manière régulière. Mais quand on utilise l'email dans une logique de programme relationnel, où on va se servir de cet outil pour jouer vraiment de la conversion en plusieurs étapes. Exemple, un nouveau fan utilise une application, donc délivre une adresse opt-in, vous lui dites « merci, bienvenue ». Première chose, rien d'autre, de manière dans le premier email. Une semaine après ou 10 jours après, vous allez lui envoyer un deuxième email, le poussant à des interactions avec la marque, avec votre entreprise, qui ne soient pas strictement liées à un achat. Et puis la semaine suivante, on va commencer à entrer dans une dimension transactionnelle. On va lui proposer une offre tout à fait réservée, etc., etc. Tous les scénarios sont possibles. Mais ce qui est important, c'est qu'on va traiter cet individu de manière distincte, dans une logique de nurturing, d'alimentation d'une vraie relation, et pas simplement dans une logique promotionnelle acheter maintenant, et qu'on va naturellement gérer ça de manière automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une adresse email tombera, nouvellement collectée, tombera dans votre base de données, un mail, parfois un seul, partira ce jour-là, ou partira à cette heure-là. C'est ce qu'on appelle le trigger email, et il est aussi bien dédié aux clients qu'on essaye de fidéliser ou de réactiver,
qu'à des prospects qui viennent de différentes sources et qu'on va essayer de convertir en clients. Naturellement, tout ce que je disais tout à l'heure sur les sites web reste vrai. Il faut que ces emails soient eux-mêmes responsive, c'est-à-dire qu'ils puissent être très facilement lus, cliquables et agréables sur les mobiles. Format portrait, hein. Pas comme ça. Il faut ensuite qu'ils soient bien traqués et que s'il y a des boutons de partage dans cet email, et on peut le recommander, là encore, on traque aussi les boutons de partage et qu'on essaye de dégager des profils d'influents ou d'ambassadeurs. Et puis naturellement, que tous les métriques venant du canal CRM soient synchronisés au mieux possible avec la base de données maîtresse, la base client ou la base marketing. Bien souvent, la base web, c'est la base web. On la synchronise une fois par jour sur des données de base, souvent transactionnelles et liées au point de contact, et pas toujours sur des données plus fines de tracking. On peut estimer que c'est un peu dommage. L'enjeu 4 est sans doute l'un des plus importants, aimez vos données. Aimez vos données. Aujourd'hui, vos données, le data mining, la data science, comme on dit aujourd'hui, vos bases de données sont clairement votre meilleur atout pour garder un tant soit peu la maîtrise de vos clients. Mais ça veut dire que ces données, il va falloir également les faire évoluer. Et notamment y intégrer aussi bien dans les données en base que dans la segmentation ou les segmentations marketing qui en découlent. Il va également falloir leur donner un peu de matière nouvelle, et notamment de la matière née des réseaux sociaux. À minima, essayer de savoir dans ces communautés, quel client est fan et sur quel réseau au sein de votre base de données. Quels sont les clients influents, quels sont ceux qui ont déjà réagi ou interagi avec une... Attendez, j'ai sur mon ordinateur un truc qui part. Voilà. Ceux qui ont déjà réagi ou interagi avec l'une de vos publications, l'une de vos campagnes sur le social. Ceux qui sont préférentiellement, c'est super important, ceux qui n'utilisent quasiment que le mobile pour se connecter à vos sites ou à vos mini-sites ou pour ouvrir vos emails. Tout ça, c'est des éléments qui, aujourd'hui, sont souvent très absents des bases de données et qu'il est extrêmement intéressant, voire vital, de compiler pour avoir une connaissance client adaptée à la réalité d'aujourd'hui et de demain de vos clients. La réalité d'aujourd'hui et de demain, c'est que vos clients sont de plus en plus connectés avec des réseaux, avec des mobiles, et que comme on est de plus en plus connecté sur les mobiles, on a un peu tendance à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux via mobile, au gré des notifications qu'on reçoit sur nos applis. Dernier élément, et pas le moindre, c'est socialiser les équipes. C'est dit de manière un peu abrupte, mais c'est important. La dimension humaine, la dimension formation, la compréhension et l'aisance sur, employons des grands mots, sur ce qu'il est convenu d'appeler la révolution digitale, elle n'est pas toujours répartie de manière homogène dans l'entreprise. Et puis il y a des entreprises qui sont plus agiles que d'autres, au global, en termes de ressources humaines là-dessus. La formation, l'échange, le décloisonnement entre les différents départements, c'est aujourd'hui un autre enjeu, et on peut penser qu'il est quelque part, mais sur un autre niveau aussi important que l'enjeu de la donnée et de la data. Le décloisonnement et la formation sont des enjeux absolument massifs dans l'agilité que l'entreprise pourra avoir et garder, et dans sa capacité à innover et à aller plus vite que ses concurrents dans cette ère un peu différente. Une fois qu'on a généré toutes ces avancées, après, vous l'imaginez, on a des flux d'informations que je ne vais pas détailler parce que je vois que le temps court. On a des flux d'informations qui vont naviguer de manière naturelle dans un sens et dans l'autre sur chacune de ces briques, et que c'est ça qui va générer la performance, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un parcours client data-centric nourri par ces connexions sur les différents médias. Pourquoi c'est important d'utiliser au mieux ces outils-là?
On va passer très rapidement parce que c'est sans doute une notion que vous connaissez. Le fameux ZMOT de Google. ZMOT pour Zero Moment of Truth. Zéro moment de vérité. Donc ça, c'est une invention de Google depuis, je dirais, 4 ans à peu près. Et Google a dit, ah bah oui, alors mais maintenant, vous voyez que le web est devenu social. Avant, dans un parcours d'achat, il y avait des moments de vérité. Un prospect voyait une pub, il disait, ah tiens, ce produit, service peut m'intéresser. Il se rapprochait du produit ou du service pour l'évaluer. Ok. Il décidait d'acheter, c'était le premier moment de vérité. Et puis ensuite, en tant qu'acheteur et utilisateur de ce produit, il était satisfait ou pas, c'était le deuxième moment de vérité. La théorie de Google sur le ZMOT, c'est que comme les utilisateurs satisfaits ou pas passent leur temps à commenter et à donner des avis sur leur expérience client, et que ces avis sont vus par les futurs clients, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont à l'état de prospect, on est dans une espèce de boucle de rétroaction où les moments de vérité sont complètement opérés et alimentés par les clients eux-mêmes, par les consommateurs eux-mêmes. D'où le fameux Zero Moment of Truth. Vous l'imaginez, le social et le mobile sont à des endroits tout à fait importants et critiques de ce parcours d'achat et de ce Zero Moment of Truth. Le social et le mobile, ils interviennent, pardon pour le slide, ils interviennent juste avant l'achat. On va servir des réseaux sociaux et du mobile pour comparer, challenger, benchmarker, trouver les meilleurs avis, ou les avis qu'on trouve les plus pertinents, trouver la meilleure offre, éventuellement trouver le point de vente qui va proposer la meilleure offre. Je vais un peu zapper. Voilà. Donc, on va se garder un peu de temps pour les questions quand même. En conclusion, c'est vraiment tout bête. Les canaux qui sont le plus structurants sans doute aujourd'hui sur le web, c'est clairement le social et le mobile qui sont, enfin je vous l'ai dit, la convergence est quasi totale et qui fonctionnent complètement ensemble. Les ads et la programmatique sont, regardez les exposants sur ce salon, sont un élément, là encore, absolument incontournable. Et les réseaux sociaux, dans les ads et dans la programmatique, ont un rôle à jouer. La data reste un élément absolument vital et dont il est urgent de reprendre le contrôle. Et la maîtrise de votre capital client, c'est simplement l'enjeu global qui est le vôtre, enfin celui des marques aujourd'hui sur Internet. Le véritable enjeu stratégique, c'est de garder sur Internet la maîtrise de son capital client. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas toujours très simple. Je vous ai parlé rapidement du SNCD tout à l'heure. Pour aller plus loin, on va publier avec le SNCD un livre blanc avec beaucoup plus de données que ce que je vous ai indiqué ici. On prévoit de le publier, de le mettre à disposition début 2016. Si ça vous intéresse, soyez vigilants. Et si vous souhaitez télécharger la présentation que je viens de vous infliger, il suffit de photographier ce flashcode. Le stand du SNCD est si vous souhaitez y passer, ils sont exposants ici, le R089. C'est ça. Et puis, je suis naturellement à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez souhaiter ou réactions d'ailleurs par rapport à cette présentation. Pas de quoi? Oui, avec plaisir. Le but, c'est de lever la main au-dessus de la mare de tête pour que je vous voie. Si vous voulez des compléments d'infos. Vous avez 2 minutes 34. Mais je pense qu'avoir un téléphone dans la main, ça coupe l'audition complète. Oui, bien sûr. Ils ne nous entendent plus là. Peut-être les gens ont posé leur téléphone. Peut-être que le flashcode ne fonctionne pas très bien. Si le flashcode ne fonctionne pas, laissez-moi vos coordonnées. Je vous les enverrai par mail de la manière classique. J'ai pas vu. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît?
Bonjour, je me posais une question. Vous avez évoqué très rapidement les bonnes performances du display en règle générale sur Facebook. Qu'en est-il des autres réseaux sociaux? Ah. Vaguement, hein, sans rentrer Ouais. forcément dans le détail. Eh ben, clairement, d'après notre expérience, Facebook est aujourd'hui et de très loin le plus performant. Il y a deux phénomènes qui jouent, hein. Enfin, il y a trois phénomènes qui jouent. La base installée, c'est-à-dire la base des utilisateurs d'un réseau social en particulier. Facebook, on l'a vu, est très, 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 très au-dessus des autres, y compris Twitter. Il y a ensuite, j'allais dire, la stratégie commerciale et financière du réseau qui joue. Et pour parler, on est très copains avec Twitter, on s'entend très bien avec eux. Il y a peut-être des gens de Twitter dans la salle, mais aujourd'hui, objectivement, et s'ils sont là, ils ne m'en voudront pas, Twitter est un tout petit peu gourmand en termes de tarifs publicitaires. Et puis après, des capacités techniques pour faire des ads de manière un peu poussée, notamment en termes de programmatique. Donc oui, non, aujourd'hui, Facebook est d'une part un carrefour d'audience absolument massif. Facebook, c'est une grosse partie du web, tout simplement. Mais c'est aussi celui qui propose clairement le meilleur rapport coût, technicité et performance sur la partie publicitaire. De très loin. De très très loin. Oui, bah merci beaucoup, Hervé. On a une question, il y a Anne qui nous fait signe, il y a une question là-bas d'un monsieur. Oui, vous avez parlé donc de socialiser les équipes, totalement les équipes. Donc pour la veille et tout ça, ok, ça pose pas de souci. Mais ok, au bout du moment où les équipes deviennent modérateurs et community managers, ça risque pas d'entraîner une difficulté supplémentaire pour le community manager principal? C'est pas, socialiser les équipes, ça ne veut pas strictement ou exclusivement dire que tout le monde doit devenir community manager ou social media manager. Ça veut dire former l'ensemble de ces équipes à la fameuse transition digitale et s'assurer que chacun ait le niveau de compréhension et également le niveau d'aisance avec les outils, avec les réseaux sociaux. Ok, comment je tweete? Dans la salle, combien de personnes se demandent encore comment on envoie un tweet, comment on retweet, et c'est quoi la différence entre un hashtag et une citation? Voilà, aujourd'hui, il y a une part de formation, mais vraiment de la micro-formation extrêmement opérationnelle dont il faut sans doute s'assurer que l'ensemble de ces équipes en contact avec le client ou en charge des problématiques clients, s'assurer que l'ensemble de ces équipes soient suffisamment à l'aise avec. Et puis ensuite, on pourra en parler pendant des heures. Ensuite, sur la partie plus technique du développement, faire les bons choix techniques. Aujourd'hui, le web enfin le phénomène de l'open source a d'une autre manière complètement révolutionné le web. On ne fait plus du web développement aujourd'hui comme on en fait il y a 10 ans. On ne le fait pas dans le même délai, on ne le fait pas dans les mêmes coûts, on ne le fait pas avec les mêmes outils. On pourra en reparler, mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et le décloisonnement est extrêmement important. Quand on a un département communication auquel le social media est rattaché et que ce département communication ne parle pas suffisamment avec le département marketing ou le département CRM, bah, c'est étonné que ça déconne. Pardon. Allez, une dernière question rapide et après on conclut. Bonjour. Bonjour, merci Bonjour. pour votre intervention. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais Instagram se lance sur la publicité. Oui. Quel lien on peut faire entre les ads sur Facebook et Instagram? Est-ce qu'il y a vraiment une complémentarité ou est-ce que c'est parce qu'on cible on a d'autres objectifs? Alors, il y a un lien évident parce que pour le coup, Instagram est pas mal encapsulé, on va dire, dans Facebook. Ça peut être, moi j'aurais tendance à dire que c'est tout à fait intéressant à tester. Simplement, ça va, vous l'imaginez, nécessiter une stratégie de content management, une stratégie de contenu un peu différente.
parce que c'est Instagram, et également une stratégie de ciblage également un peu différente. On ne va pas forcément adresser sur Instagram l'ensemble des gens qu'on adresse sur Facebook, parce que les usages sont plutôt, sont plus jeunes sur Instagram au global que sur Facebook au global. Au-delà de ça, la simple proximité entre Instagram et Facebook laisse à penser qu'Instagram peut avoir une portée tout à fait intéressante à tester au moins. J'ai répondu à votre question, je ne suis pas sûr. Oui ? D'accord. Merci beaucoup Hervé Pépin. On vous remercie pour votre présentation. Merci à toutes et tous pour votre attention. Voilà. Merci. S'il y a d'autres questions, de toute façon, on peut vous retrouver en dehors de la salle, en privé, absolument, et pas devant 500 personnes. Voilà, il y a des questions qui s'abordent plus discrètement. On prend 5 minutes, le temps d'installer la prochaine conférence. On va accueillir les équipes de Facebook France pour parler marketing.